À coup de pourquoi. Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Myriam Meyer, j'ai 39 ans, je suis professeure de lettres classiques, actuellement en arrêt maladie. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite à Paris et j'ai été diagnostiquée en septembre 2022 d'un cancer du sein de stade 3. Bonjour Myriam. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de t'accueillir au micro d'À coup de pourquoi. Myriam, tu es professeure, donc tu l'as dit, de français et de latin. Tu viens de sortir Wesh Madame, recueil de chroniques entre rire et larmes. C'est les mots du Figaro sur tes 6 années d'enseignement dans le Val-de-Marne en zone d'éducation prioritaire. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Et j'avoue que, je te l'ai dit, je suis un petit peu intimidée de me retrouver face à toi, prof de français, avec tous les souvenirs que ça représente, pour nous, pour moi. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur ta vie juste un petit peu après ces années. Myriam, au moment où le cancer a fait irruption dans ta vie. Et déjà, ma première question, c'est comment vas-tu ? Alors aujourd'hui, je vais très bien. Bon, je pense que toutes les femmes qui sont sous traitement, sous hormonothérapie, sauront que ce très bien revêt plein de significations très diverses. Je gère les effets secondaires comme je peux, mais je suis en vie, ce qui est déjà un immense cadeau. Est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment cette nouvelle est arrivée, comment cette maladie a fait irruption dans ta vie ? Alors, il faut remonter bien avant en fait le diagnostic, puisque lorsque je tombe enceinte de mon petit dernier, j'éprouve des douleurs très fortes donc dans le sein gauche. Je m'en ouvre à mon gynécologue, qui n'est plus mon gynécologue, Dieu merci, en lui disant voilà, j'ai très mal et là il m'explique que les femmes s'écoutent trop, que si ça fait mal, ça n'est pas un cancer, que un cancer avant 40 ans, quelle idée, et que non, je n'ai pas à m'affoler, tout va bien, c'est une mastose, enfin bon. Donc, ma foi, la grossesse se déroule tout à fait normalement. Sans aucun examen, du coup ? Alors, j'ai une échographie assez superficielle, puisque j'étais au tout premier trimestre de ma grossesse. Ils me disent non, on ne voit rien. Donc, vraiment, je ne m'affole pas plus que ça. Je continue ma grossesse. Et lorsque mon fils a 8 mois, la douleur vraiment devient de plus en plus intense, gênante. Je n'arrive plus à dormir du côté gauche. Je m'en ouvre à mon généraliste qui s'affole et me dit il faut immédiatement faire une mammographie. Ah oui, donc entre-temps, il y a eu l'accouchement, exactement, il y a quasiment 15 mois qui sont passés, donc une petite perte de temps quand même. Et à partir de la mammographie, tout va s'enchaîner très vite. Je dis souvent que c'était la couleur du visage des médecins qui m'a donné le diagnostic avant le reste, c'est-à-dire qu'évidemment, après la mammo, on me dit « oh là là, faut faire une écho », après l'écho, « oh là là, faut faire une biopsie ». Très vite, tout ça m'amène dans le bureau du professeur Gligorov, un oncologue extraordinaire de Thonon, qui reçoit mes examens, les résultats de ma biopsie, et me dit voilà, je suis désolée madame, c'est un cancer. Et donc ça, c'est en septembre 2022. Donc là, évidemment, on se prend quand même un 33 tonnes sur le museau, d'autant plus que j'avais eu un chemin de vie un peu compliqué et que s'ouvrait enfin devant moi un nouvel itinéraire pour le coup qui était très lumineux à tout point de vue. Et je me suis demandé si c'était pas justement parce que j'avais enfin pu poser mes valises, parce que je pouvais enfin relâcher une forme de tension, que finalement ça m'avait explosé au visage au moment où je pouvais enfin me poser. Pour bien comprendre, comme j'ai lu ton livre, ça t'est arrivé après tes années d'enseignement dont tu parles. Absolument. Je pars et j'obtiens enfin une affectation à Paris après des années à faire 3 heures de trajet par jour, ce qui est quand même assez exténuant physiquement. Donc voilà, il y avait cette possibilité de ne plus avoir ce temps de trajet énorme, cette fatigue. Et c'est le moment où j'ai été contrainte de me poser vraiment. Cette annonce, c'est le professeur qui te l'a fait. Est-ce que tu étais seule ? J'étais seule, je souhaitais être seule. Tu le sentais ? Ah oui, bien sûr, je le sentais. Je me souviens même que quand j'ai commencé à avoir vraiment très très mal au sein dans l'été qui a précédé le diagnostic, j'ai fait ce que tout le monde déconseille de faire, bien sûr. Je suis allée sur Google. Ne faites pas ça.
pas. Donc j'ai compulsé, j'ai calculé mes chances, mes risques. Enfin, je le sentais pas du tout. Et même tous les gens qui te disaient mais non Myriam, ça va aller, voilà, n'est-ce pas? alors, mais je n'en avais parlé qu'à mon mari et à 2 de mes sœurs, et mon mari qui a un tempérament très optimiste me disait mais non, tout va très bien se passer. On aimerait tant les croire et en fait on sait déjà nous. Non, on le sait, on le sent dans son ventre. Et c'est vrai que je sais que pour certaines étapes clés de la maladie, certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, je l'entends très bien. Moi, pour ces rendez-vous-là, j'ai toujours voulu être seule. Peut-être parce que je crois que aussi bien accompagnée que l'on soit dans cette maladie, malgré tout, on est seul. Seul avec notre corps, mais on est seul. Ça nous apprend ça en tout cas. Ouais. Voilà. Et donc j'ai souhaité être seule. Je me souviens, il était 18h30 et j'étais sur cette espèce d'horrible fauteuil d'hôpital. J'étais complètement sidérée parce que j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Quand on a des enfants jeunes et notamment un bébé de 8 mois, il y a la vie comme ça qui se heurte à la mort avec une puissance assez effroyable. Un petit peu incompréhensible d'ailleurs pour le cerveau, je trouve. Oui, j'avoue que j'ai lu pas mal de témoignages de jeunes femmes qui ont découvert leur cancer pendant leur grossesse, ce qui aurait pu m'arriver du reste certainement. Et cette façon dont la vie et la mort se donnent la main dans des moments pareils, c'est assez troublant. Donc là, le médecin me donne évidemment toute une série d'examens à faire avec en plus cette angoisse supplémentaire de on va aller voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs. On se dit mais c'est pas possible, je pense que ça va s'arrêter quand ? Là, ça va s'arrêter quand ? Donc les bilans sanguins m'expliquent la pose du PAC, la chimio, la mastectomie, enfin voilà, tout d'un coup, j'ai un programme de réjouissance absolument infernal qui s'ouvre devant moi. Je sors de l'hôpital et là je me dis il me faut un whisky. Vraiment, c'est vrai. Ah oui. En tout cas, il fallait un alcool fort pour essayer de sortir en fait de cet état de sidération, et j'arrive dans un bar, je demande un whisky, elle me dit on n'en a plus. J'écoutais, trouvez-moi un truc fort, là, je viens d'apprendre que j'ai un cancer de stade 3, il faut faire quelque chose. Ça m'a fait redescendre et là j'ai trouvé la force d'appeler mon mari. Donc c'est ta première ressource, c'est le coup de fil. Enfin, la première ressource, c'est d'abord de te poser à un bar et de te stabiliser. De digérer l'information et ensuite d'appeler mon mari. Stade 3, on t'a dit ça ? Tu le savais déjà dès l'annonce ? Quand on a les résultats de je sais plus, c'est l'échographie, je crois, il y a la dénomination ACR, ACR 5, ACR 6, qui vous dit à peu près quel est le niveau, à quel moment il faut vraiment s'affoler. Et là, moi, tous les voyants étaient rouges plus. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais avant de rencontrer ce professeur qu'on allait m'enlever le sein. Je le sentais. Et donc, je n'ai pas été surprise quand il m'a annoncé qu'il y aurait une mastectomie. Donc le coup de fil à ton mari, donc ta première ressource, c'est lui. Oui, oui, absolument. Là, il a toujours fait preuve de cette espèce d'optimisme fou, c'est-à-dire qu'avant que j'ai mon diagnostic, il me disait non, c'est pas un cancer. Puis je dis bon, c'est un cancer de stade 3, mais ça va très bien se passer. Et donc à chaque fois, il y avait cette espèce de foi en la vie. Est-ce que c'était pour me donner de la force, ou est-ce que c'était parce qu'il avait chevillé au corps cette conviction que je m'en sortirais? Je n'en sais rien. Mais de temps en temps, j'avais presque envie de lui dire mais tu sais, c'est grave quand même. Oui, c'est grave, mais tu vas y arriver. Parfois, on peut ressentir différentes choses avec l'optimisme. Parfois, il est nécessaire. Et parfois, on a quand même envie de dire, regarde quand même ce qui se passe, s'il te plaît, non ? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le témoignage du mari de Clémentine Vergniaud, vous savez, qui avait fait ce podcast, et qui disait qu'il avait appris aussi à comprendre que quelquefois, on avait envie de ne pas se battre. On demande toujours qu'est-ce qui vous a fait rester debout. Je crois que de temps en temps, c'est important de savoir rester allongé, d'accepter qu'on aille très mal, et pour les proches des malades, d'accepter que l'autre dise c'est très grave ce qui m'arrive, rendez-vous compte, c'est très dur, c'est très lourd, prenez-le en compte. Les autres sont pas forcément prêts d'ailleurs à l'entendre ça, justement, peut-être les maris, c'est pour ça qu'il toujours cet optimisme forcené, enfin je parle pour ma part, c'est une façon aussi un petit peu de pas vouloir quand même voir quoi. Je pense que lorsqu'on annonce ce type de diagnostic aux gens qui nous aiment, proches ou lointains,
On parle quand même de mort, en fait. Hein. C'est ce qui est derrière tout ça. C'est pourquoi ça fait peur. C'est parce qu'il y a la mort qui attend patiemment derrière sa porte. Et je pense que ça renvoie tout le monde à cette angoisse-là. Et qu'on a tous une approche très différente de la chose. Certains n'en ont pas peur. Certains pensent ne pas en avoir peur, alors qu'en réalité, ils sont terrifiés. Et de la même façon qu'on ne peut pas contraindre un malade à adopter telle ou telle attitude face au cancer, je crois qu'on ne peut pas non plus demander aux proches, on ne peut pas leur imposer une façon de réagir. Chacun fait comme il peut. Eux aussi, c'est super dur pour eux. Oui. Tu parlais de mort, justement. Myriam, est-ce que c'est la première fois que tu es face à face comme ça? Qu'est-ce que ça a fait chez toi? Qu'est-ce que ça a généré chez toi? Dans la semaine qui a suivi l'annonce du diagnostic et qui a précédé celle du PET scan, qui est très déterminante aussi, puisque c'est le moment où on va savoir s'il y a des métastases ailleurs, j'ai vraiment sombré très profondément dans l'horreur. Je n'avais que des images d'enterrement. J'imaginais déjà, je dis souvent que j'avais déjà prévu mon livret de messe. J'avais les chants, j'ai tout mis en ordre. J'ai appelé mon notaire, j'ai appelé ma banquière. Ah oui, j'étais très angoissée par ceux que je laissais derrière moi. Et il y avait une forme d'injustice aussi à me dire, mais j'ai déjà eu une vie qui a été très très compliquée. Pourquoi au moment où enfin l'existence semble me sourire pleinement, pourquoi est-ce qu'il faut que je me reprenne cette bûche-là sur la tête? Donc oui, la semaine qui a suivi, j'étais plus en mode Tim Burton que Petite maison dans la prairie. Bien sûr. Et alors l'injustice, du coup, ça génère quoi chez toi? De la tristesse ou de la colère? T'es passé par quoi? C'était pas de l'injustice au sens de... je me suis pas dit pourquoi moi, parce que fondamentalement, je pense que l'existence est injuste. Je dis souvent qu'évidemment, il y en a qui vont naître avec le physique de Kate Middleton et d'autres d'Angela Merkel. On n'est pas égaux de toute façon. Dès le départ. Au départ, exactement. Non, je me suis dit, mais mince, pourquoi maintenant, en fait? Je me disais, dans 10 ans, peut-être que je l'aurais 10 ou 15 ans ou 20 ans, je l'aurais accepté plus facilement. Là, que ça me frappe alors que je m'étais récemment mariée, qu'on venait d'avoir ce merveilleux petit garçon, que toute ma famille trouvait une stabilité. Sur le moment, je l'ai assez mal vécu. J'étais en colère par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari. Mais cette colère est aussi un moteur, je trouve. C'est-à-dire que quand vraiment la chimio nous tabasse trop, que la douleur est trop forte ou que on se traîne ce corps de vieillarde à certains moments, pour moi, la colère de temps en temps a été un bon moteur et de me dire tu ne mourras pas. Bon, peut-être que si, peut-être qu'elle va finir par m'avoir, cette saleté. Mais en attendant, la bataille aura duré un peu plus longtemps. Et alors, cette semaine où tu as sombré, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu tapes le pied au fond de la piscine et que tu... Un ras-le-bol. Je crois qu'à un moment donné, le cerveau sature. Et qu'il y avait eu justement trop de colère, trop d'angoisse et que la vie m'a appelée très très fortement. J'ai un père qui a une force de vie assez impressionnante, qu'il a beaucoup porté lui-même dans les épreuves qu'il a vécues. Je pense que j'ai hérité de ça, de voir mon petit garçon en pleine forme, mes grandes filles, mon mari, ma famille qui m'entourait, mes élèves, mes amis. Je me suis dit non, la partie n'est pas finie. En tout cas, je ne veux pas qu'elle se termine maintenant, pas comme ça. On va d'abord mener la bataille avant. J'ai vraiment été portée par cet amour-là. Et c'est parti comment la bataille? Alors raconte, c'était quoi la première partie, la première chose où il fallait partir à l'attaque? On a la pause du Pâques d'abord, qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien. C'est quand même un corps étranger et puis un endroit. Moi, je savais pas qu'on le posait là le Pâques parce que comme tout le monde, j'avais un peu l'image d'Épinal, vous savez, de la femme en chimio avec sa perf dans le bras. Enfin bon, ce qui est très daté. Donc l'idée de me dire qu'on allait me coller un corps étranger là, à un endroit où en plus on sent très sous fortement, sous la clavicule, voilà, on le sent très fortement. Et ça se voit. Exactement. Ça n'a pas été évident, d'autant plus que à chaque fois pendant 3 semaines, moi je pouvais pas porter mon petit garçon, et ça a été un très très gros sacrifice. Et puis la première chimio, j'ai un peu trop fait ma maline.
Parce qu'évidemment, j'avais lu tous les récits horrifiques liés à la chimio et qui sont tout à fait réalistes. Mais la première chimio ne m'a pas fait cet effet terrifiant d'empoisonnement. Donc, j'ai eu vaguement mal au ventre pendant une demi-heure et puis je me suis endormie. J'ai dormi 14 heures et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je gère magnifiquement cette chimio. Pour la deuxième, j'ai beaucoup moins rigolé. Je dirais que le plus difficile pour moi, de très loin, et pourtant il y a eu des étapes compliquées ensuite, ça a été la chimio. Parce que les nausées permanentes et cette sensation d'empoisonnement, surtout que moi j'ai essayé de décrire l'impression que même la tête est prise dans ce casque de poison. C'est très compliqué, j'avais l'impression que même mes os étaient imprégnés. Et ça, c'est difficile. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de ne rien pouvoir anticiper avec tous les effets secondaires liés à la chimio. C'est vrai qu'on parle beaucoup des nausées, des vomissements, de la fatigue. Il y a plein d'autres effets secondaires dont on ne parle pas, qui sont très humiliants, qui sont très handicapants, je trouve, au niveau intestinal, au niveau, voilà. Et où là, le cognitif aussi. Enfin, alors oui, moi, j'oubliais des prénoms. Il m'est arrivé plein de fois d'être devant une table et de dire, mais là, ça, cet objet. Et ma fille me regardait, me disait, c'est une table. Voilà, une table. Et j'oubliais des mots aussi évidents. J'ai perdu mes déclinaisons grecques. Ce qui est embêtant pour un professeur de grec. Il y avait des pans entiers de ma mémoire qui semblaient filer entre mes doigts. Ça, on m'avait pas prévenu non plus. Il faudrait que les oncologues aient un cancer. Non, bien sûr que non. Mais ça, malheureusement, on ne vous le dit pas forcément. Et alors Myriam, t'es en face de moi, t'es vraiment une très jolie jeune dame et tout. Et je me disais, j'ai envie de parler un peu de féminité parce que tu es féminine. La chimio, c'est aussi ça. On perd ses cheveux, on a une tête, on perd ses cils, on perd ses sourcils, on maigrit, on perd ses muscles. Comment t'as géré ça? Alors, les cheveux, ça a été très compliqué parce que moi, ça a toujours été même une blague chez mes amis parce que j'ai toujours eu une obsession sur les cheveux. On parlait de volume capillaire tout à l'heure. Hein. Les gens riaient beaucoup en disant que j'avais une choucroute sur la tête parce que j'essayais de gonfler comme ça mes cheveux en permanence. Quand on perd ses cheveux, d'abord, ça fait très mal. Moi, je ne savais pas que ça démangeait quand même comme ça à ce point-là. Le fait de couper les cheveux a été très compliqué parce que moi, je n'avais pas une confiance en moi physiquement délirante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, de perdre en plus mes cheveux avec la façon dont ça modifie profondément la physionomie, ça a été compliqué. Dieu merci, j'ai eu une perruque qui était absolument formidable et qui m'a beaucoup aidée. Moi, les bandeaux, ça n'a jamais, je trouvais que ça me faisait une tête de suppositoire. Ça va très bien à certaines femmes, moi, ça m'allait pas du tout. La perruque m'a énormément aidée. Je trouve que plus que la perte des cheveux, ce qui modifie profondément la physionomie, c'est la perte des sourcils. Le regard, en fait. Ah oui, c'est impressionnant de voir comme la perte des sourcils change la physionomie. Alors moi, je me suis transformée en publicité vivante pour Sephora, c'est-à-dire que je me suis maquillée, mais comme une voiture volée pendant des mois. C'était fondamental pour moi parce que c'était une façon d'aller chercher un petit peu avec les dents comme ça l'ancienne moi. Et quand tu revois ces photos de toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as l'impression que ça marchait ou est-ce que tu as une sensation un petit peu de tendresse? On a toujours cette sensation de tendresse quand on revoit ces photos. Qu'est-ce que tu en penses avec le recul de cette façon justement d'aller chercher? Avec le recul, j'ai envie de dire bravo ma grande. Et bravo à toutes celles qui d'ailleurs choisissent de ne pas se maquiller, qui choisissent de ne pas porter de perruque. Peu importe. Peu importe, absolument. Moi, je les admire, parce que moi, je disais souvent que je voulais pas faire peur aux enfants dans la rue et que donc ça risquait d'être Halloween tous les jours si je faisais pas ce travail de ravalement de façade. Mais tout simplement bravo. Et c'est vrai que je me souviens à la caisse du Monoprix un jour, j'étais vraiment très très mal et je demande à une dame devant moi si elle veut bien me laisser passer parce que vraiment il y avait cette fatigue de la chimio et elle me regarde comme ça d'un air super, elle me dit vous allez très bien et je lui dis écoutez ça se voit peut-être pas mais voilà je suis en chimio et elle me dit je vous crois pas. Et alors je me suis dit mince la prochaine fois et j'ai enlevé ma perruque du coup j'ai dit si regardez limite je lui ai jeté ma perruque au visage donc elle s'est décomposée, elle s'est excusée. Dans un sens c'était très positif, ça veut dire que mon travail de recomposition fonctionnait mais non quand je regarde ces photos je me dis juste, écoute, bravo, t'y es arrivé, quoi. T'as traversé tout ça.
Mais c'est difficile. Mais tout le reste est difficile, comme de devoir gérer la mastectomie, mais ça, on va en parler. Et puis l'état de fatigue générale du corps. Moi, j'ai maigri au moment de l'opération. Par contre, pendant la chimio, j'ai pris 3-4 kilos parce qu'en fait, on ne bouge pas. Enfin, moi, j'étais incapable de bouger. On me disait, il faut faire du sport. Je sais comment. Déjà, le simple fait de détendre une machine, j'avais l'impression vraiment d'avoir gagné les JO. Donc, on ne bouge pas. Donc, moi, j'ai pris pour le coup 3-4 kilos, sachant que là aussi, j'ai un rapport au poids qui est un peu compliqué. Ça t'a pas plu de prendre ces kilos? Ah non, non, absolument pas. C'est un truc en plus, quoi. Voilà, exactement. Je reste dans la féminité, justement, et la mastectomie. Alors, est-ce que tu l'as faite avant la chimio? Après, moi je fais la mastectomie après et dans mon cas ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu une erreur médicale en fait. C'est-à-dire que quand je me réveille de la mastectomie, j'ai une douleur. Je dis à ce moment-là, j'ai dit à mes proches, je comprends que des gens puissent avoir envie de se donner la mort quand ce type de douleur dure et qu'il n'y a pas de solution. Or, moi, j'avais beaucoup lu sur la mastectomie et à aucun endroit, je n'avais lu qu'il y avait ce type de douleur-là. En fait, il y a eu une erreur médicale pendant l'opération. Mon aire thoracique a été sectionnée. Ce qui fait que quand je me réveille, on m'a ouvert les selles, ça c'est normal. On m'a enlevé le sein, ça c'est normal. Mais par contre, je n'arrive plus à lever le bras et j'ai une douleur insoutenable parce qu'un nerf a été sectionné. Et en fait, c'est cette douleur-là qui a complètement effacé le reste. En fait, la douleur était tellement insoutenable que qu'on m'ait enlevé le sein, c'était secondaire. J'ai été réopérée en urgence du coup. Et voilà, il a fallu faire une réanastomose de ce nerf. Et je me souviens d'une image. J'étais à l'hôpital et une infirmière adorable, Jade, que je salue, une merveille de délicatesse et d'humanité, me dit: est-ce que vous voulez que je vous aide à vous laver? Et je me revois comme ça dans cette salle de bain d'hôpital, nue pour le coup, maigrissime parce que j'avais perdu, la boulazette, pas de sourcils, pas de cils, mon bras collé contre moi, l'énorme pansement sur le sein. Là, je me suis fait vraiment peur. J'avais l'impression d'avoir 90 ans. Et très vite, on trouve des armures pour s'aider. Donc, dès qu'on en a la force, on se maquille, on remet sa perruque, on essaie de mettre un haut un peu flatteur au niveau de la couleur, etc. Et finalement, pour moi, la mastectomie en tant que telle n'a pas été difficile. Ce que j'ai trouvé vraiment très compliqué, c'est la perte de sensibilité en fait qu'on a à cause du curage axillaire, à cause de tout simplement quand vous retirez un sein, même si on vous met une prothèse derrière. On a l'impression de toucher du carton. Vous savez, un peu comme pour les auditeurs qui n'ont pas vécu de mastectomie, c'est un petit peu comme quand on s'est fait anesthésier chez le dentiste et qu'on a cette sensation de demi-sensibilité, en fait, mais qui ne partira jamais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus, finalement, exactement, qu'on perd. Exactement. Est-ce que tu as été reconstruite tout de suite ou après? Alors, ils m'ont posé un expandeur mammaire. Oui. Donc, c'est une sorte de ballon qu'on va gonfler avec du sérum physiologique pendant les semaines qui vont suivre l'opération. Alors là, c'est pareil. Moi, j'adore quand les médecins vous disent ça n'est pas douloureux du tout. Écoutez, je sais pas si c'est pas douloureux, mais enfin, c'est quand même très désagréable parce que la peau donc doit se tendre parce que j'avais pas assez de graisse en fait pour recomposer avec des morceaux de mon corps. Et puis, comme j'ai un petit côté Pierre Richard, l'expandeur avait un défaut, donc on n'arrivait plus non plus à le gonfler. Donc, je ne suis pas représentative. Et donc là, ils ont décidé d'opérer pour enlever l'expandeur mammaire et le remplacer par une prothèse définitive. D'accord, c'était déjà possible de mettre une prothèse. Oui, voilà, et ils sont allés piquer donc en récupérant un petit peu de graisse là où ils en trouvaient. Alors ils ont dû piquer à plus d'endroits que prévu parce que je m'étais mise au sport entre-temps, donc j'avais beaucoup perdu en fait de graisse. Et donc là, on se retrouve avec c'est quand même un potentiel comique dans le cancer, je le dis souvent. On se retrouve avec une espèce de corset, enfin c'est pas un corset, c'est une espèce de bustier collant géant qui part de mi-mollet jusqu'à sous la poitrine pour contenir. Donc il y a un petit côté torture médiévale et vous êtes sanglé là-dedans pendant des mois pour éviter, je crois, les phlébites ou je ne sais quoi. Il n'y a pas que l'opération. En fait. Ouais, exactement. Il n'y a pas que l'opération en elle-même, il y a tous les à côté où quand même ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, exactement. Ouais, moi je disais à mon mari, ça va. Oui, justement. Ça fait quoi d'être dans la même chambre que Tati Daniel? Oui, justement, le regard des autres. Tu parlais un petit peu que tu voulais pas effrayer les enfants, mais justement, tes enfants, ton mari, il y a eu ces discussions-là et t'as eu besoin d'en parler ou Bon, c'est mon mari qui m'a
aidé à finaliser ma tonte capillaire parce que toute seule c'était quand même pas brillant. Ça a été un moment d'une très grande tendresse. Mes filles, donc qui sont des adolescentes quand j'ai mon diagnostic, ont été d'une force inouïe. Je crois qu'elles ont beaucoup intériorisé tout ça. Elles ont eu un grand courage. Elles ont eu le grand courage de vouloir me donner l'impression qu'elles n'étaient pas inquiètes, alors qu'en réalité elles étaient extrêmement inquiètes. Elles m'ont accompagnée dans ces étapes. D'abord la coupe des cheveux, ensuite la tonte totale. Elles m'ont vu continuer de me maquiller, de faire attention à moi. Je crois que c'est pour mon petit dernier que ça a été le plus perturbant parce qu'il y avait maman avec ses cheveux, maman sans ses cheveux. Bon, à 9 mois, je sais pas à quel point il a réalisé, mais de temps en temps, je voyais son air un petit peu étonné parce qu'en l'espace de 10 minutes, il avait une maman avec des cheveux et une maman chauve. C'est presque un jeu. Et mon mari, il a été extraordinaire parce que pendant des mois, il n'a cessé de me dire que j'étais sublime, que j'étais merveilleuse, que j'étais et avec une conviction qui vous porte parce que c'est sûr que quand on se retrouve chauve avec un sein en moins, puis moi j'ai eu le bras en écharpe en plus pendant des semaines à cause de cette section de nerf thoracique. Et vous savez, votre drain aussi quand vous vous promenez avec votre drain, ça c'est quand même le summum du glamour et du sexy, hein, le drain où ça coule dedans là, c'est dégueu. C'est magnifique, c'est superbe. Et moi j'ai une très grande admiration pour les familles aussi qui nous accompagnent et parce que c'est difficile, parce qu'on peut être très injuste, parce que non, les malades ne sont pas tous héroïques, loin de là, et heureusement. On peut être de très mauvaise humeur, on peut être agressif parce qu'il y a cette colère intérieure qui de temps en temps déborde. Donc j'en profite pour leur redire merci, ils ont été exceptionnels. Comme on a vécu un petit peu la même chose avec un bébé, je me demandais déjà si tu as eu peur, ça tu nous as un petit peu dit à l'annonce. Est-ce que tu as encore peur? Et ton rapport avec ton bébé justement, de la peur, parce que quand on a un bébé et quand on a peur de plus être là, c'est encore autre chose. Enfin, où se place tout ça pour toi? Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que c'est vraiment en plus le petit garçon de la chance. J'ai rencontré mon mari tard, ça a été une rencontre providentielle magnifique et on a eu ce petit bonhomme très vite. Donc, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Axel. Donc ça a été particulièrement difficile. Je me suis dit mais moi je veux le voir grandir en fait et j'avais cette terreur. Alors mes filles aussi, mais lui je me disais si vraiment je meurs dans les 2 ans, dans les 5 ans, quel souvenir il aura de moi? Pas grand-chose. Cette peur-là, elle a été très forte et en même temps, je crois que c'est cette peur qui m'a donné la force aussi de me battre parce que je me suis dit qu'il était hors de question qu'on me vole ces années-là avec lui, avec eux tous. Aujourd'hui, la peur, évidemment, elle est là. Tout le monde le sait. Dès qu'on a mal à la tête, dès qu'on a tout d'un coup une boule suspecte sur la main, on commence à paniquer. On a les examens réguliers qui font qu'à chaque fois on y va la peur au ventre. J'ai toujours des nausées quand je passe devant un cabinet de radiologie parce que c'est évocateur de tellement d'angoisse. Et puis je me suis dit et j'essaye de me le dire régulièrement, on ne peut pas vivre comme ça parce que de toute façon ça n'empêche rien. Vraiment, la peur n'empêche pas les choses de se produire. Donc, autant ne pas faire ce cadeau-là à la maladie. J'essaie autant que possible d'être rationnelle et de me méfier de mon imagination. Il faut se méfier de son imagination dans ce domaine, notamment le soir, on a tendance à avoir des idées très noires. Puis la vie m'a fait le grand cadeau, après ce cancer, de vivre des choses extraordinaires. Donc, je n'ai pas envie de les vivre avec moins d'intensité parce que la peur musellerait tout, emprisonnerait tout ça. On discute, je sais que tu es prof de français et tout. Moi, je me suis reconvertie dans la radio et après la chimio, j'ai eu énormément de mal justement à trouver mes mots. Toi, par rapport à ton travail justement, est-ce que ça t'as peur de ça? Enfin là, c'est hyper fluide comme tu parles et tout, mais est-ce que ça t'arrive de encore pas trouver le mot, pas trouver la tournure de phrase? Oui, ça. Alors, je n'ai pas encore repris mon travail d'enseignante. En revanche, la promotion du livre, donc de Wesh Madame, m'a un peu contrainte à beaucoup parler, parler à la radio, parler à la télévision, avec des enjeux qui sont quand même importants. Et ça, c'est compliqué parce que avant chaque émission ou avant chaque interview, il y a cette angoisse de ne pas avoir le mot juste, de chercher mes mots, de
bégayer, de faire des phrases trop longues. Je fais des phrases trop longues parce que en fait, j'essaie de gagner du temps et de retrouver le mot pendant que je parle. Pas mal. Bah ouais, mais en fait, c'est une erreur stratégique parce qu'on se retrouve à dire des phrases où à la fin, on s'écoute, on se dit, mais ça n'a aucun sens. Elle est complètement perdue, la pauvre fille. Oui, c'est compliqué. Alors, j'essaye en lisant beaucoup, en essayant de mémoriser à longueur de journée, j'essaye de me rappeler une discussion que j'ai eue, de me rappeler les mots qui ont été prononcés, de me dire, tiens, la semaine dernière, qui as-tu vu? Refais la liste dans ton esprit. Voilà, de remuscler un petit peu tout ça. C'est une rééducation un peu quand même. Ah oui, c'est une rééducation. Et quand j'en ai parlé au médecin de l'Hôtel-Dieu qui me suit, parce qu'étant fonctionnaire, voilà, j'ai des rendez-vous réguliers pour mon arrêt maladie, je lui ai fait part de cette angoisse et il m'a dit, vous n'êtes pas la seule, j'ai beaucoup de patientes qui me confient ça. Il me dit, ça revient, mais ça prend du temps. Et il faut beaucoup travailler pour regagner ça. Donc, je me suis remise à réapprendre, ce qui est quand même hallucinant, mes déclinaisons grecques. Oui, alors et tu les as je m'y remets pas après pas, et la mémoire est vraiment beaucoup moins solide qu'avant. Ça, c'est assez mystérieux. On n'en parle pas beaucoup. Alors, sur les forums, les femmes disent, ah bah si, moi, j'avais très honte, je me souvenais pas du prénom de mon petit-fils, ce genre de choses. C'est très troublant parce que ça n'est pas du tout le premier effet secondaire auquel on pense. On va penser à des choses beaucoup plus marquantes visuellement. Donc, évidemment, la femme qui court pour aller vomir, c'est plus frappant que celle qui se retrouve à devoir retrouver le mot chaise ou plafond ou livre. Et ça, je trouve que c'est perturbant. Oui, parce que c'est quand même notre individualité, notre identité en fait, la façon de parler. Donc si on n'est plus capable de s'exprimer, c'est quand même handicapant, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est handicapant et je ne m'y attendais pas du tout. Tu as parlé du cadeau quand même après cancer et tout. Je sais pas si on peut rapprocher ça justement du titre du podcast, le pourquoi en 2 mots. Explique-nous si toi tu t'es sentie transformée par cette maladie. Est-ce qu'on peut dire que tu as mis un sens à cette épreuve? Profondément. J'essaie de faire attention parce que c'est très ambivalent. Évidemment que j'aurais adoré ne pas avoir de cancer. Mais le fait est que d'avoir eu ce cancer m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais soupçonnées, dans le sens où ça m'a libérée d'énormément de choses. Quand on a un rapport compliqué à son corps, qui est encore plus fragilisé par le cancer, et qu'on en sort, et qu'on fait cette reconquête comme ça, morceau après morceau de son identité physique. Quand on a été contrainte de s'arrêter pour la première fois de sa vie, moi j'ai été mère célibataire pendant des années, je travaillais comme une forcenée, et d'avoir été collée comme ça à la maison, d'avoir enfin eu du temps, pour moi ça a été déterminant. Et enfin, le fait de me dire tu peux mourir demain, tu peux mourir dans 6 mois, j'ai tout reconsidéré sous un œil neuf. Moi, j'ai toujours écrit, par exemple, mais je n'ai jamais osé envoyer mon travail à un éditeur. Là, je vais vous dire, ça vous libère. Quand vous vous dites, je vais peut-être mourir dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit à un éditeur. Le Wesh Madame. Le Wesh Madame. Et là, tout s'est précipité. Le livre est sorti. Il a un succès que je n'aurais jamais imaginé. Ça ouvre tout un tas d'autres portes et je le maintiens, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu ce cancer. Je le pense profondément. Ça m'a donné une aisance, une confiance en moi, paradoxalement, que je n'avais pas avant. Je crois que je mesure encore plus qu'avant à quel point la vie est précieuse et à quel point je refuse de tergiverser, je refuse d'attendre en fait. Ça ne veut pas dire qu'avant j'avais une vie moins intense, mais je pense qu'il y avait peut-être une façon un peu moutonnière de la considérer, un chemin très linéaire que j'avais mis en place dans ma tête et qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Donc, dans un sens, ça a été une chance pour moi, en tout cas ce que j'en ai fait. Mais si j'avais pas eu cette espèce de ce diagnostic qui m'était tombé dessus, ma vie serait très différente aujourd'hui. On en parlait justement avant d'être au micro, de cette transformation, parce que ce Wesh Madame, justement, c'est aussi ça, quoi. Être dans une situation peut-être pas forcément enviable, c'est-à-dire de travailler loin de chez soi, avec des classes quand même difficiles, des élèves qui ne sont pas peut-être portés par leur famille, qui n'ont pas appris peut-être ce qu'on apprend aux autres, j'en sais rien. Enfin, c'est ce que j'ai cru ressentir. D'avoir en fait le courage et l'envie de les voir quand même d'une façon positive, parce qu'en fait, quand on sort de ton livre,
livre, Myriam, on a envie d'enseigner. Ouais, c'est vrai, ça tant donne. mieux. C'est vrai. Ouais. Donc c'est encore une histoire de transformation de comment on voit la vie. C'est un petit peu ça, non? Oui, il y avait des élèves qui effectivement n'avaient pas eu de cadre familial important, d'autres au contraire quand même bénéficiaient d'une structure familiale aimante, solide, etc. Moi, les élèves m'ont transformée aussi. Il y a eu une genèse dans ce domaine. C'est la rencontre que j'ai faite avec eux, avec ces classes-là, a été aussi un déclic. Les élèves, eux aussi, m'ont donné confiance en moi. Donc, comment on se construit, choc après choc, découverte après découverte. Je dirais que cette expérience d'enseignement face à ces élèves-là, dans cet établissement-là, a été très certainement pour moi, dans ma vie de jeune adulte, un facteur déterminant. Du reste, lorsque j'ai eu ce diagnostic de cancer et que j'ai été contrainte de nouveau changer en profondeur, les élèves m'ont accompagnée aussi, puisqu'ils ont été là pendant la maladie, ils m'ont beaucoup soutenue, beaucoup écrit. Quand on regarde en arrière, finalement, chacun d'entre nous, comment on se voyait quand on avait 15 ans, quand on avait 20 ans, qu'est-ce qu'on projetait, qu'est-ce qu'on imaginait de la jeune femme qu'on allait être. Moi, je suis très surprise et j'ai hâte de voir la suite parce que je n'aurais jamais imaginé avoir ce chemin de vie-là. Et ce que j'ai vécu aussi bien avec la rencontre de ces élèves qu'avec la rencontre de mon mari, qu'avec le cancer, qu'avec le livre, me montre que toutes les portes sont ouvertes et que peut-être que je suis amenée encore à d'autres mutations tout en restant profondément moi-même dans l'absolu. Mais ces adaptations, cette capacité à découvrir qu'on est capable de tellement de choses. C'est assez miraculeux quand même. On se rend compte qu'on s'amoindrit dans la routine finalement peut-être. Et finalement, oui, toutes les portes sont ouvertes. On découvre ça avec l'épreuve. Avec l'épreuve, absolument. Alors moi, je crois, vous savez, Verlaine a une phrase très belle que j'aime beaucoup. Il parle de la vie. La vie aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Moi, je pense que il y a aussi dans, entre guillemets, la routine, des vertus magnifiques et insoupçonnées de qu'est-ce qu'on met dedans dans cette routine. Parce qu'aujourd'hui, je suis aussi dans une routine. Alors évidemment, il y a la promotion du livre, il y a des belles rencontres comme celles que je fais en te découvrant. Mais la routine est toujours là. Je crois que c'est l'intensité qu'on décide de mettre dedans. Je me méfie aussi d'une forme de sacralisation de la maladie qui peut faire du mal aussi aux malades. On l'entend beaucoup, la figure de la femme héroïque qui se bat. La guerrière. Voilà, de la guerrière. On a l'impression que finalement, celles qui sont mortes, c'est parce qu'elles se sont pas assez battues. C'est une loterie. On sait qu'il y a des femmes qui ont un cancer de stade 2 et qui partent en 1 an et d'autres qui vivent avec un cancer métastatique pendant 40 ans. Donc, je me méfie de ça aussi. Je crois que c'est important de garder un regard sain sur les choses. Ce qui est certain, c'est que ce que le cancer m'a apporté est un bien fondamental. Bien sûr, on sait qu'on est mortel avant d'avoir un cancer, mais là vraiment tout devient beaucoup plus urgent. Et aujourd'hui, oui, je porte un regard très différent sur le travail, sur plein de choses que je n'avais pas forcément avant. Et alors la suite, Myriam, tu me parlais justement de la grande librairie. Ça, on va le voir bientôt, justement. C'est enregistré. Et la suite pour toi, dans ton travail? Je ne sais pas. Là, je suis encore en arrêt. L'hormonothérapie tabasse quand même un peu. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est qu'on peut avoir des journées où globalement on tient le coup et d'autres journées où il y a ces douleurs articulaires monstrueuses, où on a l'impression d'avoir 150 ans, où on peut pas faire grand-chose. Il me semble que c'est ça qui, pour moi aujourd'hui, est important au niveau physique, c'est d'apprendre à équilibrer un petit peu les effets secondaires et accepter. Alors accepter, oui, c'est ça, c'est-à-dire de se dire moi j'ai l'impression que j'aurai toujours mal du côté gauche, qu'il y aura toujours des gestes qui me seront un peu interdits, que je ne peux pas anticiper comme les autres. Je peux très bien me sentir très en forme le matin et 2 heures plus tard, avoir ces douleurs-là, cette fatigue-là. Pour l'instant, je gère un peu jour après jour. Là, j'ai encore des examens médicaux cette semaine, donc là aussi, j'ai arrêté de planifier. Ça a été la leçon un peu de cette maladie-là, c'est que on a un corps un peu cabossé. Alors même si on essaie de le renforcer, c'est difficile d'anticiper. Je trouve. Pas à pas, en fait. Oui, absolument, pas à pas, exactement, un jour après l'autre. Et ça aussi, ça c'est une leçon qu'on peut tout à fait mettre en place sans être malade, mais que je trouve on vit encore plus quand on a été malade. Et ça, je pense que ça parlera à
toutes les femmes et tous les hommes qui sont atteints de cette saleté, qui comprendront quand on est à l'hôpital, qu'on est au plus mal à manger des trucs innommables avec les drains, avec la chimio, de se dire ce qui m'arrive aujourd'hui, l'état dans lequel je suis aujourd'hui, va passer. Ça va aller mieux. Il faut le savoir, il faut se le dire. Ouais. Et je pense que pour les personnes qui accompagnent les familles et les amis, dites-leur à vos proches malades, dites-leur, il y aura un après. Et vraiment, tout petit bout par petit bout, seconde après seconde, tu vas te relever de ce lit, on va t'enlever le drain, tu vas cicatriser. Un jour, tu n'auras plus envie de vomir. Ça, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. Et bonne route. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.